C'est parti. C'est ma partie. Donc de nouveau. C'est ma première surprise partie. Ça. Je m'appelle Etzeljo. Et à côté, j'ai mon copain. Avec ensemble, on chine sur les vides-greniers. Et je m'appelle comment? Tu t'appelles Geek Pelch. Donc c'est grave, ça commence fort. Ouais. Donc effectivement, nous voilà, donc c'est la deuxième partie, ce sont mes trouvailles. Donc dimanche, c'était trois vides-greniers. Alors séparément, c'était pas, ça aurait pas valu la peine de se déplacer. Mais comme c'était le même jour, ça valait le coup parce qu'en fait... et assez proche géographiquement. Ils étaient vraiment très proches. C'était vraiment sur la même route pratiquement. Ouais, on va dire que c'est sur la même route. Oui, c'est la même route. Et donc, on a fait les trois vides-greniers. On vous a expliqué qu'on était revenu sur le second. Mais voilà. Alors là, ça vient pas des vides-greniers, c'est chez l'ami Pierrot. J'ai eu l'occasion d'y passer. J'avais 20 minutes parce qu'après il fermait. Et j'ai pris ceci. Donc là, c'est l'ombre jaune. Donc paru au Marabout Junior. Alors vous avez le bandeau. Ouais. Alors c'est vraiment la couverture et puis l'illustration, là, le petit symbole, c'est les vieux logos. C'est le numéro 150, c'est la 35e aventure. Donc c'est l'ombre jaune. Mais l'ombre jaune, en fait, est sorti et apparu 2 aventures avant. On doit le voir là. C'était dans la couronne de Golconde. En fait, on voit apparaître, là on voit le titre. Alors je sais pas exactement si c'est la première édition. Au début j'ai cru que c'était la première édition parce qu'on voyait apparaître 151 Michel Dugnot dans les coulisses de la sécurité nationale. Alors que c'est le 150, je vous dis c'est la première édition. Et quand on regarde là les aventures de Bob Moran, on voit que c'est jusqu'au J170, J174. Donc je pense que c'est une des premières rééditions. C'est une réédition. C'est une réédition. Ils avaient encore gardé cette couverture, mais je l'ai pris parce que c'est l'ombre jaune, quoi. Voilà. Ah, puis que la couverture est super chouette. Ah, elle est super chouette. Donc c'est encore Joubert qui fait les couvertures. Ouais. Il a fait toutes les couvertures. Et c'est l'ombre jaune. C'est un méchant comme on les aime, quoi, qui est intelligent, totalement sans scrupules. Bien sûr, il veut dominer le monde. Au minimum. Ah, comme ça. Ok. Voilà. Donc c'est l'ombre jaune. Ouais. Alors, spécial Zembla. Alors Zembla, j'en ai lu quelques-uns. C'est une sorte de cousin de Tarzan. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Donc vous voyez ça. C'est une tarzanide. Ouais, c'est ça. Qui a comme les Robinsonades, donc c'est une tarzanade. Donc ça, voilà, c'était un spécial Zembla. J'en avais lu quand j'étais gamin. J'avais un petit peu quelques. De 73. 73. C'est le numéro 38. Je me suis dit, là, faut le laisser. C'est pas récent donc voilà, un homme musclé avec son pagne en peau de bête. Donc je pense que c'est. Ça doit piquer un peu, voilà. C'est un peu une Afrique d'opérette. Une Afrique, en fait, qui fait rêver les gamins sombre et mystérieuse. Voilà, c'est vraiment dans les lignées des Tarzans. Hop, là, il y a d'autres BD. Là, ah ouais, ça aussi, tiens. Ah oui, je me souviens avec Zembla. Oui, c'est ça. C'était, je me souviens maintenant des personnages secondaires. Ça m'a toujours intrigué, le petit gamin avec son casque de police militaire et qui a un truc, et puis le gars qui est en tenue de prestidigitation. C'était vraiment un peu improbable, les personnages. Et il me fait penser à un acteur d'ailleurs. Ah. Ouais, il me fait penser à un acteur des années 50, soit Mature peut-être. Mature, je crois. Un mec, il avait fait pas mal de films de Peplum. Ah. Ouais. Donc, et puis le mec était assez baraqué parce que c'est lui. Je me demande s'il a pas joué c'était le rôle principal. Hein. Si ça se trouve, en fait, ils ont repris son visage pour le faire. Je crois que c'est ça. Alors, je me souviens plus de son prénom, mais je crois que le nom de famille c'est Mathieu. Je dis pas de prénom pour éviter de dire une bêtise. Hop là, il m'apparaît. Janus Stark. Je dis que des bêtises. Ouais. Janus Stark, donc j'en ai déjà présenté. C'est régulièrement. Je complète ma série. Alors le problème, c'est que j'ai pas listé tous les numéros, donc je me retrouvais avec des doublons, des triplons. C'est pas grave. En 4 triplons, tu m'en. Je t'en mets de côté. Ah oui, c'est vrai que à chaque fois je t'intrigue. Je serais curieux d'en lire. Quelque part, quand tu regardes les trucs, toi tu dis c'est des beaux noirs et blancs, quoi.
C'est des beaux noirs et blancs. Alors, il faut surtout pas, je pense, agrandir l'image, mais quand c'est en tout petit, ça passe. Et il y a du fantastique, des fois c'est pas du fantastique, mais c'est vraiment l'époque victorienne. Et c'est des histoires, voilà, ça se résout assez rapidement. Ça devait se lire un petit peu comme on regarde un petit feuilleton le soir. Alors ça, l'autre, il y a de tout là. Celui-ci là, c'est Léopard, ça me dit rien. J'imagine que c'est quelqu'un qui se transforme en léopard. Le personnage de Jeanne Stark, plus tu m'en montres, plus ça m'intrigue, quoi. Ah ouais. Et il y en a eu un paquet. Hein. Alors là, ça c'est la maquette. Après, on voit, ils sont plus. Le dos est carré là. Ouais, j'arrive pas à le montrer. Voilà, le dos est carré. Et alors qu'au début, ils avaient des agrafes. Voilà. Puis je crois qu'il y a même eu des versions un peu où il est relié en plusieurs exemplaires. Donc, premier vide-grenier. Ah non, c'est un cadeau ça. Ça, c'est un cadeau du Guy belge. Je sais pas si vous vous souvenez, il avait trouvé. C'est devenu un doublon. C'est devenu un doublon parce qu'il a trouvé un exemplaire qui était dédicacé, avec une belle dédicace d'ailleurs. Ouais. Et comme c'était une BD que tu trouvais super, bah tu l'as racheté. Super. C'est vraiment surprenant. Elle est super ou ordinaire? Ou sans plomb? Ah, samplon 98 Ouais, c'est du samplon 98. Non, voilà. je sais pas, c'est une façon de raconter, même la façon dont dessiner c'est Poivet. Et puis aussi c'était pour Dionnet. Non Ouais. Dionnet qui était fan de Poivet à cause des pionniers de l'espérance. C'est de la fantaisie. C'est une série d'histoires courtes, c'est assez surprenant. Alors je me demande ce que tu vas en penser. Ok, bon je vais le lire et puis on en reparlera. Intriguant. C'est vrai que je trouve le dessin sympa. Faut voir. Donc on arrive au vide-grenier, premier vide-grenier. Hop là. Alors j'avais un excellent souvenir de ce vide-grenier là parce que j'avais fait une trouvaille absolument fabuleuse. Comme on en fait à peu près qu'une fois tous les 10 ans, hein, facile. Donc voilà. Alors ça c'est vraiment un souvenir d'enfance. C'est Bico Général. Donc sorti chez Hachette. Donc c'est une bande dessinée, ça s'appelait américaine, qui s'appelait pas du tout Bico en fait à l'origine. C'est l'histoire d'une bande de gamins qui sont là, alors, ça tourne beaucoup autour de l'argent. Hein. C'est vrai que les gamins, ils essayent toujours d'avoir un peu d'argent. Ils sont souvent fauchés. Quoi. Ils sont souvent fauchés. Donc l'argent est il est un petit peu important, ne serait-ce que pour s'acheter des glaces, s'acheter des petits bidules, des petits jouets. Donc en fait, ça paraissait dans le Dimanche illustré. Hachette les avait rassemblés en album, et donc c'est juste voilà, ce sont une page, un gag, avec à chaque fois ce bandeau. Ça fait un petit peu la même présentation que les Zigépus un peu. Disons que Zigépus a plutôt copié cette présentation-là. Donc là, vous voyez tous les titres qui sont sortis. Là, c'est le 13e titre, donc c'est Bico Général qui est sorti en 38. Donc la date... Alors, ils n'ont pas la garde colorée, ça c'est normal. Hein. Il n'y a jamais de garde colorée qui recouvre, hein. Ça se termine comme ça. Et la date, elle est là, c'est 38. Et c'est simplement parce que c'est... je vais dire le côté sentimental, c'est que moi j'avais Bico achète une auto. C'était l'exemplaire qu'on avait offert à ma mère quand elle était petite, juste avant Montre un peu l'intérieur. Ouais. Donc, les gags. Et donc en fait je l'ai lu gamin et je trouvais ça vraiment super quoi, ces gags comme ça, c'était quand on était gamin. Et puis les couleurs, les couleurs sont très particulières en fait. Hein. Je sais pas combien de couleurs, il n'y en a pas tant de couleurs que ça. Et ce qui fait que ça donne un cachet qui est très sympa. Ça a été réédité par Verrier, si je me souviens bien. Mais Verrier, en fait, finalement, des fois, on a tendance à les trouver pratiquement aussi chers que les originaux. Donc là, je l'ai pris. J'ai pas. Alors, vous avez vu le prix, hein, si vous avez un œil. Là, on le voit bien, c'est 20 €, mais j'ai négocié, je l'ai eu à 15. Donc bon, je suis très content. 15, c'est le prix d'une BD de notre époque. Une BD de notre époque, ouais. Alors que celle-ci date de 38. De 38, qui est là en super état quand même. Oh ouais, elle est nickel. J'essaie de les trouver vraiment en super état, j'en ai pas tant que ça, mais je fais pas le forcing, hein. Je me relève pas la nuit. Alors, non plus. Petite anecdote. Ouais. Donc l'auteur Branner était sur un paquebot
Ouais. Et un membre de l'équipage, un steward, lui a montré ses dessins. Et c'était Rob Vell. Ah, ça je savais pas ça. Et Rob Vell a travaillé pour Branner dans son studio. Et donc s'est formé au dessin. Et après il est devenu le premier dessinateur du personnage Spirou. Ah, c'est rigolo, hein. Comme quoi le monde était... Ouais, c'est rigolo. Et le fait que ça soit sur un paquebot, c'est marrant, quoi. Quand tu m'as parlé de ça, je me dis, tiens, est-ce que ça va être l'histoire du Spirou? Voilà, donc là, je suis content. Ça m'en fait un de plus. Hop là. Donc déjà, bon, ça commençait bien, le premier vide-grenier. Après, j'ai trouvé ceci... en fait, j'ai pas acheté tant que ça sur tous les vide-greniers, mais comme il y en a eu 3, ça le fait. J'ai acheté un petit temps, donc ça c'est le 54. La couverture me dit rien, alors j'espère que ma mémoire a bien fonctionné. Ça pourrait déraper. Tu vieillis. Ouais, j'ai vieilli. Donc là, si on ouvre, ça moi je les prends en fait, les Titans, simplement parce que Stanley présente la guerre des étoiles et on retrouve la princesse Leia. Et scénario de Chris Claremont, dis donc. Ouais, et en fait à chaque fois j'en ai lu les scénarios, je les trouve sympas. Et ce qui fait que... Les dessinateurs... Alors, les dessinateurs... Alors, Carmine Infantino et Simonson. Simonson, moi j'aime bien Simonson. Et alors après, bon, c'est vrai qu'on peut trouver les couleurs, en fait, maintenant, c'est vrai que les couleurs sont différentes. Je sais pas si on a des gens qui nous suivent et qui sont plus jeunes, est-ce que ça là, les choque? Moi c'était les couleurs de mon époque, donc ça me va. Et à chaque fois les scénarios je les trouvais assez sympas. Bon, ça, bien sûr il suffirait que je lise celui-ci pour que je le trouve nul, mais j'en garde à chaque fois un excellent souvenir. Chris Claremont il se défend pas mal quand même du scénario. Ouais. Et donc en fait par contre vous n'êtes pas du tout dans le canon, tiens il y a 2 histoires même, vous n'êtes pas du tout dans le canon moderne, mais vous avez encore les anciens noms, des fois c'est rigolo. Et voilà, donc après vous avez Micros, hop, tac tac tac, c'est normal, c'est une bande dessinée française, voilà, c'est français monsieur, avec TF1, Micros, c'est marrant, ça. Ouais. Dazzler, mais Micros Dazzler illustré par Frank Springer. Ouais non, Frank Springer et Vince Coletta. Ils ont voulu faire un doublé, enfin quelqu'un qui chante véritablement. Ouais. Faire la BD, sauf que ça a été annulé et il restait à la BD. D'accord. Ouais, c'était un placement de produit. Dazzler est devenu un personnage chez les X-Men. Ah ok. Oh moi c'est vraiment pour la guerre des étoiles. Hein. Je sais même pas si des fois je lis même pas le reste. Hein. Donc ça c'était la partie en fait qui était. Il fallait qu'il y ait une partie dans ces revues là. Il fallait qu'il y ait une partie éducative. C'était stipulé dans la loi en fait. Donc là il a l'air d'être complet puisqu'on termine avec le courrier. Ok. Donc là voilà ça va. Je trouve que je l'ai en double mais ça me dit rien. La couve ne me dit rien. Hop, voilà. Donc ça c'était premier vide-grenier, deuxième vide-grenier. Ouais. Donc si, alors là le guide belge, toi tu vas être obligé de mettre, non. Vas-y. Le guide belge en fait était scotché sur un stand où il y avait plein de livres de SF. Vous les avez vus et vous les avez présentés. Moi je me suis dit bon. Je sorte ma liste. Ouais voilà. Donc moi je me suis dit je trace parce que j'avais vu qu'il y avait d'autres chineurs et fallait être au taquet. Hein. Toute la journée matinée on était au taquet. Ouais. Et j'ai fait du saut de mouton, c'est-à-dire que vous voyez le chineur qui est en train de regarder, il collectionne la même chose que vous. Vous laissez le stand, faut pas le suivre et puis toujours passer après lui. Vous abandonnez les stands et vous passez devant lui et vous essayez de tracer pour voir ce qu'il y a devant. Et justement j'ai bien fait parce que j'ai eu le temps de choper ça. Et ils sont pas dans le bon sens d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'est comme ça le bon sens. Donc vous voyez, là je l'ai bien mise. Oui, j'ai bien mis. Ça se complète. Ça se complète. Et donc en fait, toi c'est marrant, ils sont en décalé normalement, ouais. Ils doivent être, ouais. Et j'ai eu le temps de choper ça, j'ai bien fait parce qu'en fait 20 secondes après il y avait 2 collectionneurs, un collectionneur et une collectionneuse qui arrivaient et qui me prenaient. J'ai acheté les deux pour 5 € et donc c'est Franca. C'est 2 exemplaires, il n'y a eu que 2, non c'est 2 qui sont sortis ou 3 2 sûrs aux humanoïdes associés. Humanoïdes associés. Et il y en avait 3 qui étaient sortis chez Dupuis, brochés.
Ouais, et ça a été bizarre. Hein. Ouais, ça a été vraiment bizarre. Et en fait, c'était génial. Quand c'est sorti dans Spirou, c'était waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est super bien. Une super BD avec une héroïne qui est journaliste, qui s'en laisse pas faire, qui vit plein d'aventures. Et le ton était vraiment très chouette. Et ça se passait, en fait, dans quelle ville? C'est. Pays-Bas ou Belgique? Non, c'est Pays-Bas. C'est Pays-Bas. Pays-Bas. Et donc ça se passe et c'est super chouette. L'auteur est des Pays-Bas. Quoi. Voilà. Et en fait, il n'y en avait que 5 qui étaient sortis en France. Et en fait, il a fallu longtemps pour que d'autres. En fait, il a continué à en faire d'autres des BD. Et je crois que c'est BD Must qui les sort maintenant. Ouais. Mon frère m'en a offert plusieurs exemplaires. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans certains qui datent de l'époque de Franca qu'on connaissait. Là, je vais ouvrir. Oui. Donc vous voyez, les deux couves font une illustration simplement. Alors, là c'est le dessin tel qu'il était dans Dupuis, dans les Humanos. C'est en fait une Franca qui est assez petite. Et après, il y a eu Franca. Alors déjà, vous voyez, c'était pas les standards de Dupuis, ça. Non, ça pouvait pas continuer chez Dupuis. Voilà. Et donc, c'est quand on voit comme ça a continué, Franca est de plus en plus grande, de plus en plus un petit peu plus réaliste. Et le ton continue, c'est-à-dire qu'elle a des aventures, elle a plein de choses qui se passent, et en fait c'est une femme indépendante, et en fait il y a même des trucs des fois waouh quand même, c'est elle a risqué sa peau, hop là elle va en boîte, elle sort un gars et bam un coup d'un soir quoi, et ça c'est dans la BD Franca. Mais en fait, elle a fait sa vie, quoi. Et c'est ce qui fait que c'est une héroïne qui est vraiment sympathique. Puis les scénarios sont chouettes, quoi. Ouais, je l'ai lu il y a pas longtemps. Ouais. Et l'histoire est vachement sympa. Ah ouais, c'est ça. C'est ce qu'en fait, les scénarios sont chouettes, le dessin assure. C'est vraiment une série à découvrir. Alors là, ça c'est le dessin qui fait très enfant en fait finalement, alors que les histoires sont vraiment chouettes et sont plutôt adultes. Et après, il a un dessin avec une héroïne qui est plus adulte et qui continue à avoir les mêmes aventures. Alors je crois que c'est BD Must qui doit les rééditer. Il en sort. Évolue vachement. Ouais, c'est voilà. Ah, là c'est la première partie. Ok. Hop, la deuxième partie. Et la deuxième est là. Donc en fait, moi je l'avais, mais j'ai passé un coup de fil parce que en fait, c'est avec mon frère. C'était vraiment la série. On en a discuté plusieurs fois et je me suis dit de toute façon, je prends. Il n'y a pas photo. Déjà, je savais que le Geek belge, je crois, il me semblait que tu en avais un, mais que tu n'étais pas deux. Je me souvenais plus exactement. Ah, il m'en manque un, ouais. Et je voulais être sûr pour mon frère et en fait, il ne l'a pas. Il les a pas. Donc nickel, je vais le mettre dans son carton. Et déjà tu vois le dessin ouais, ça évolue. Ouais. Bon, voilà. La suite. Donc voilà, petite trouvaille pour mon frangin. J'avais trouvé celui-ci aussi. Alors j'ai cru que c'était une édition originale tout simplement parce que voilà, on voit, c'est le dernier titre, poc. Là il y avait beaucoup de titres. Mais ce que j'ai fait, classique, quand vous voulez savoir, vous regardez le copyright et puis l'achevé d'imprimer si vous le trouvez. Là, c'est du belge, donc l'achevé d'imprimer, il n'y est pas toujours. Là, c'était 75 qui était marqué là. Là, il y avait un petit D75. Après je l'ai pris, je crois que c'était 2 €. Je dis je prends, je l'avais pas. Jacques Martin, avant j'étais assez fan d'Alix, après ça a un petit peu commencé à me gaver par rapport à son cliffhanger qui était toujours en bas de page. Ça va quand on lit dans Spirou, quand on lit la BD, des fois c'est un peu lourd. Puis c'était un peu gratuit quoi. Ouais, c'est ça. Puis il y a certaines aventures qui étaient chouettes et puis d'autres je trouvais que ça a un peu mal vieilli, ou c'est moi qui ai mal vieilli, c'est possible aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, c'est ça. Mais, et le franc, je crois que tu m'en avais parlé. L'ouragan de feu, ouais. moi je l'ai eu en fait. Ça doit être la première édition. Casterman. Cartonné Casterman. Et c'est sorti au Lombard. C'était au Lombard au départ, voilà. avec le dos toilé. Alors que le celui-ci, là, le dos toilé pas. Ça n'avait pas du tout la même couverture. L'histoire est bien sympa. Ça fait des années que je l'ai lu, mais l'histoire est sympa. Là, il avait son dessin actuel. Par le haut.
Il faut tourner les pages par le haut. Ouais, je sais, je suis chiant. Et donc là, voilà, ça fait une histoire vraiment très ligne claire, très... mais l'histoire est bonne. Chouette. Bon, ben, en tout cas, si l'histoire est bonne... Ah, bah tiens, en plus, il y a toute une partie qui se passe au Mont-Saint-Michel. Ouais. C'est vachement sympa. Et les dernières pages, il y a... Ah non, je t'ai pas dit que je l'ai vu il y a pas longtemps, le Mont-Saint-Michel. Ah non, bon. On s'en fout. Bon, on s'en fout. Voilà, il y a une scène d'incendie qui est sympa comme tout. L'histoire, j'en ai un bon souvenir. Alors que je suis pas très le Jacques Martin d'habitude. Okay. Celle-là, c'est une bonne histoire. Bon, bah nickel. Donc on arrive, toc toc toc, troisième vide-grenier. Alors, j'ai d'abord trouvé ceci, c'est un Frédéric Dard, donc qui était le vrai nom de Frédéric Dard. Hein, de San Antonio. Et en fait, son pseudo, c'est San Antonio. C'est lié parce que je crois qu'il avait fait un peu à la... Allez, je me lance. Australie. Ah, non, encore. Ah, mais c'est jeu, ma pauvre Lucette. Non, vous connaissez pas? Quoi? C'est une publicité pour le loto. Oui, non, c'est d'accord. Et en fait, simplement, c'est qu'il a tourné un globe, il a posé son doigt et en fait, c'est tombé sur la ville de San Antonio, aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'il a fait son pseudo. Donc voilà. Donc c'était le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, et là, c'est un Frédéric Dard. Tu es incapable. Ouais, totalement. Je centre pas, moi. Donc là, vous voyez, c'est Fleuve Noir collection spéciale police. Et c'est pas la maquette qu'on a l'habitude de voir, c'est la première maquette. Et Frédéric Dard, en fait, ce sont des romans qui sont beaucoup plus sombres, très sombres. Ouais, il y a pas d'humour. Non, il n'y a pas d'humour, non. C'est vraiment du polar, quoi. Et donc voilà, vous avez les petits titres qui sont là. Les salauds vont en enfer. Délivrez-nous du mal. Le bras de la nuit. Le bourreau pleure. Cette mort dont tu parlais. Il y a plein de films qui sont plein qui sont adaptés en film. Ouais, voilà. Donc voilà. C'est une collection, ouais, mais elle est pas courante. Ouais, cette couverture elle est pas courante, donc je l'ai pris. Faut que je le lise. Je vais mettre sur ma pile. Alors toujours Janus Stark. Là c'est le 58. Hop donc. Et là je vous parlais, là c'est plié là. C'est scandaleux. Bon, je le ferai plus tard. Et vous voyez, en fait là on voit les agrafes et c'est broché. C'est le 58, alors que l'autre c'était le 102. Et donc vous voyez que ça c'est le. Et montre à l'intérieur. Ouais, je vais montrer. Donc là, on a le méchant. Ah, ouais, c'est normal, il a un uniforme anglais. Donc c'est un méchant. Non, je plaisante. C'est que des anglais de toute façon. Donc voilà l'histoire. Échec au destin. Hop. Et là, il est parti encore pour faire un faux qui s'évade. Donc hop, on le met dans un cercueil dont il soit de s'échapper. Et en fait, c'est toujours à chaque fois des challenges qu'on lui donne et il est filmé. Il est Houdini. Ouais, c'est vraiment ça. C'est une sorte d'Houdini où en fait il doit s'échapper et voilà, il faut qu'il sauve sa vie quoi. Donc là, on le voit en fait, il passe dans des canalisations hyper fines. Ouais, non, c'est pour sortir de son espèce de cercueil là. Poc. Il y a des lions. Il y a des flèches. Voilà, c'est ça. Alors, faut pas tout lire d'un coup. Hein. C'est vraiment la BD. C'est vrai que je suis pas droit. La BD, en fait, faut en lire une par-ci, une par-là. C'est assez sympathique. Sinon, je les achèterais pas. Et là, mais en fait, dans les Janus Stark, je crois qu'en général, je lis juste Janus Stark. Hein. C'est le reste, masque de cuir. Bon, hop. Ah oui, masque de cuir, je crois que c'est un gars qui a été défiguré lors d'une course automobile et continue de courir, mais il cache son visage. C'est bon. Il est gentil ou méchant? Bon, je me souviens plus. Je le lis pas souvent. C'est pas ton truc celui-là. Non. Conte de la lune noire, voyage vers la vérité. Il y a vraiment juste une partie, c'est Janus Stark, puis après... Ouais, c'est ça. Après, c'est les autres. Alors des fois, quand on a du bol, les petits formats, c'est que les trois sont sympas. Dans un style différent, mais sont sympas. Là, j'ai juste tendance à lire juste Janus Stark et puis basta, quoi. Alors, les noirs et blancs sont pas mal, là. Je trouve que c'est pas mal. Là, je vous montre, là. L'illustration est sympa. Avec le bond du tigre. Ouais, ça a l'air d'être de... Faut voir.
peut-être que l'histoire est bien. Voilà, donc ça c'était la fin du 3e. Donc comme on vous a dit, le geek belge m'avait dit qu'il avait vu des Lions de terreau. Hop, comme par hasard, je repasse devant le 2e vide-grenier. Le hasard fait bien les choses. Ah oui, c'est dingue ça, c'est fabuleux. Surtout quand tu tiens le volant. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, c'était effectivement, le geek belge avait raison. Donc en fait, on sort du vide-grenier et juste mon regard est attiré. Répète, ça me fait plaisir. Ouais, raison. Encore. Avait raison. Encore. Avait raison. Bon, on enchaîne. Et donc sur la droite, je remarque les cartonnages et il y avait celui-ci. Donc, est-ce que vous le voyez bien, hein? Les jeunes, est-ce que vous le voyez bien? Ah oui, c'est pas mal ça. Voilà, c'est un cartonnage donc de Jules Verne, les 500 millions de la Begum. En plus, c'est une histoire que j'adore. Et alors, c'est la collection Hetzel. C'est la collection Hetzel. Alors, la petite histoire, c'est ça. C'est que Hetzel était d'abord un éditeur. Très bon éditeur, qui à partir des années 40 a fait des cartonnages romantiques, a commencé à faire 1840, commence à faire des cartonnages romantiques, ensuite commence à faire une revue. Le but, c'était d'éduquer les gens. Bon, après, d'un point de vue politique, il était quand même beaucoup axé sur la République. Donc, au moment du Premier Empire, il est parti en Belgique. Et il est revenu parce qu'il y a eu une amnistie et il a commencé à être un grand éditeur. À sa mort, c'est son fils qui a repris. Et j'arrive à l'histoire. En 1914, son fils vend les éditions Hetzel à Hachette. Et ce cartonnage date de cette époque. C'est pour ça que c'est la collection Hetzel, les mondes connus et inconnus. Donc c'est le cartonnage dit aux acanthes. Avec acanthes, c'est les fleurs qui sont là. C'est là, c'est ça. Et donc il y a à la pastille rouge. Alors la pastille rouge, tout simplement, ce sont les rééditions de titres qui étaient sortis avant. Ce titre-là, en fait, son premier cartonnage, c'était le cartonnage dit aux initiales. Donc vous avez les JV pour Jules Verne, JH pour Jules Hetzel. Et donc là, c'est une réédition, mais bon, je suis toujours content de le trouver. Hein. Donc là, ça reste quand même un petit peu de qualité, le papier et les illustrations. Et le roman, il est super. L'idée en fait venait d'un roman de Pascal Grousset, alias André Laurie, donc qui était un communard qui avait dû fuir la France donc en 1870. Il a été en Angleterre, il est resté longtemps en Angleterre et en fait Jules Verne l'a contacté parce qu'en fait il était aussi traducteur, donc en fait il a traduit pour Hetzel. Et après, en fait, il a essayé de placer des romans qu'il avait écrits. Et il avait écrit notamment l'héritage de Langevol. Et Hetzel a dit, ok, c'est une bonne idée. On le passe dans la série par Jules Verne. Donc Jules Verne a réécrit et tout ça. Et c'est devenu les 500 millions de la Begum. Une sorte d'utopie, de dystopie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un héritage, un grand terrain en Afrique qui est hérité. Et en fait, il y a 2 cousins qui en héritent. Il y a un Français et un Allemand. Et en fait, chacun va le gérer à sa façon. Et le Français, c'est le méchant. Le Français, c'est gentil, bien sûr. Et l'Allemand, c'est la crapule qui fait une sorte de deuxième roue. Il est fourbe. Et voilà. Et en fait, il veut créer un canon pour écraser la partie française où le Français a fait des beaux petits villages. C'est une belle utopie. Il y a toute une idée d'utopie avec des petites maisons qui salubrent et tout. Ah oui, je vais tourner. Oui. Et voilà, c'est Monsieur Sharp. Donc on retrouve là, c'est vraiment la qualité de point de vue papier, c'est papiers semi-industriels, mais voilà, on retrouve les illustrations comme ça, la même façon de présenter que dans les Hetzel. Alors là par contre, on voit que, je suis en train de tourner, les illustrations en couleur ont disparu parce qu'à la fin des éditions Hetzel, il y avait des pages en couleur dans les cartonnages. Normalement, il y en avait 8 dans les albums simples. Donc, ils sont, voilà, album simple, c'est ça, hein, par rapport à la taille, vous voyez. Voilà. Et en fait, vous avez les albums doubles qui font à peu près le double, où il y en avait 15-16 à peu près. Et là, vous voyez que déjà, ils ont disparu.
Ah, vous voyez. Pourquoi tous les Français sont-ils atteints à des degrés différents de dégénérescence héréditaire? En fait, c'est un Allemand qui a fait ça, c'est pour ça. Bah, c'était après la guerre de 1870, hein, donc il s'aimait pas. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un jeu... Ah, il a été taché, là. Ça, je l'enlèverai pas, je pourrais pas l'enlever, ça. Bon, voilà. C'est un petit peu le problème, des fois, c'est les gamins manger en même temps. Hop. Ah, si. Oh. Ah, si. Il y en a... Alors, est-ce que... Ouais. Est-ce qu'il y en a moins? Ça, faudrait que je les compte. Normalement, il y en a 8 dans les... Mais là, on arrive là. Faudrait que je les compte. Je regarderai ça. Est-ce que c'est précisé? Normalement, c'est précisé dans la page de titre, là. Hop. Non, il n'y a pas de précision. Des fois, il le précise, en fait, le nombre d'illustrations. Donc, vous voyez, c'est sur place, ils ont fait des canons. Donc ça, c'est les parties allemandes. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que la ville allemande s'appelle Stahlburg. Donc, Bourg, bon, voilà, pour le côté allemand. Et c'est Stahl, c'était le pseudo de Hetzel quand il faisait paraître des livres qu'il avait écrits ou qu'il avait réécrits. Parce qu'en fait, il a réécrit des romans comme Les 4 filles du Docteur March. Et il s'est pas emmerdé, il l'a réécrit et il a mis son nom. Et... Ah tiens, c'est rigolo ça. Ah oui, ça devait pas être d'origine. J'en ai quelques-uns comme ouais, ça c'était pas d'origine ça. C'est un gamin qui a dû griffouiller. Vous notez qu'il a pas dépassé. Donc il s'amusait beaucoup avec les noms de villes, avec les noms de famille, à faire des jeux de mots. Il adorait les jeux de mots, même des fois un peu à 3 francs 6 sous. Et donc c'est la ville de Stahl qui était une allusion à son éditeur. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations en couleur là. Je suis pas... Ah si, on a une deuxième. Alors c'est marrant parce qu'elles sont légèrement plus palottes que celles de Petit Bonhomme. Ouais, vous voyez, c'est un petit peu, c'est pas palichon. Donc c'est une super histoire. Alors ce cartonnage là, en plus j'en avais aucun exemplaire de ce cartonnage là, donc voilà, très content. Il s'est pris des petits jetons, mais bon, c'était, je vous rappelle, hein, c'était 5 €. Voilà, donc la petite présentation, vas-y, pose-le à côté. Alors ça, tu l'avais acheté à François, ça. Ouais, il y a quelques temps. Bah, c'est la même chose, c'est la même 500 millions de la Begum. Ouais, voilà. Donc on retrouve, en fait, ça ressemble quand même un petit peu avec le côté en fait des feuilles, tout ça, mais vous voyez que les couleurs ont disparu. Et là, c'est passé en hachette. Et donc ça doit être d'entre-deux-guerres, je dirais. Hein. Tu dois avoir la date, parfois ils mettent la date pour les hachettes. Je sais pas. Ah, le papier est nickel. Hein. Ouais, sauf que revient à la page 42. 42. 42. Ah, ils les ont fait sauter. Voilà. Il n'y a plus le... Enfin, ça s'arrête là, le pro, et il n'y a plus l'illustration en couleur. Il n'y a plus l'illustration couleur. Ouais. Donc, ouais. Et ils les ont enlevés. Il y a un côté cheapo, quoi. Ouais. Et encore, j'ai vu des fois des papiers de cette édition-là qui étaient un petit peu plus tardifs. Tu avais encore la qualité du papier avait baissé. Hein. Je pense qu'à chaque fois, ils ont cherché à baisser les coûts. Est-ce que tu as une date? Tiens. Là, on voit bien librairie Hachette. Donc, ils ont conservé le titre collection Hetzel, les voyages extraordinaires. Voilà, ça a pas l'air, ils n'ont pas l'air d'avoir mis les dates. Imprimerie, non. Là, ça correspond plutôt à un niveau d'imprimeur. Non, apparemment non. Ah, ils ont été chiches. Hein. Bon, c'est pas. On voit que la qualité baisse, quoi. Ouais. Hop, rien que ça, tu vois. Hop. Là, il y a une espèce de filigrane, mais bon, on sent que ouais. Bon, le but, oui, baisse de qualité. Baisse de qualité. Mais bon, c'est sympa d'en avoir un en tant que. Puis bon, ne serait-ce que pour le lire. Ouais. Voilà, c'était la dernière trouvaille du jour. Voilà. Et c'était un sacré retournement de situation. Oui. On a pris notre revanche. Ouais, 11h20, donc je rappelle. Donc en fait, effectivement, la règle générale, c'est plutôt ça, tout se passe dans les 2 premières heures, mais il peut y avoir des exceptions. Ouais. Voilà. Bon, on va vous souhaiter une bonne semaine. Ouais. T'as un mot à rajouter, Guy Belge? Topinambour. C'est pas mal. Pas mieux.